On ne le voit pas sur l'écran. Oh, ben. Jai Sri Harinam Sankirtan ki. Jai Sri Prabhupada ki. Donc, bienvenue à notre troisième séminaire. Le sujet créer des villages tels Vrindavan. Et donc, aujourd'hui, ce matin, nous allons regarder au troisième. Et puis, pour les gens de la cuisine, Hare Krishna, il ne faut pas oublier nos cuisiniers. Kitchen religion. Oui, Kitchen religion. Donc, bienvenue à notre troisième séminaire. Ça va? Oui. On vous a presque oublié, là. Et puis, donc, ce matin, nous avons ce troisième. Et puis, plus tard, cet après-midi, un peu comme hier, nous allons avoir les deux derniers séminaires, 4 et 5. Donc, le titre de ce séminaire, ce matin, c'est quoi le mot collapse? L'effondrement de la civilisation moderne. Et ça, c'est également divisé, en 3 parties. Assez insécurisant. Normalement, ça va être plus gros que ça. Quelqu'un peut lire ça? Oui. C'est-à-dire le traduire en français? Oui. Le Prabhupada nous a avertis envers la dépendance envers les ressources non renouvelables, la technologie moderne, l'urbanisation non durable et le style de vie artificiel. Oui. Et deuxièmement, la deuxième, tu peux lire également. Conférences, lectures. C'est juste continuer. En deux. Continuer à traduire. Oh oui. Tu lis un. Ouais. Lectures, on va traduire ça par conférence. Ah, ok. Les présentations, les conférences et les lettres prédisant le manque de nourriture, l'effondrement économique et la destruction environnementale de l'environnement. OK. Et la troisième des choses? Et finalement, le besoin urgent pour une vie simple et une pensée élevée. Une urgence de créer, d'établir, d'introduire une vie plus simple avec haute pensée. Oui. OK. En train de s'arranger, s'il vous plaît. Donc, à maintes reprises, Srila Prabhupada a expliqué que la civilisation moderne dans laquelle nous vivons, c'est une civilisation très artificielle et que les villes dans lesquels nous vivons à travers le monde, ce sont des centres surtout où le mode de la passion et de l'ignorance règne. Oui.
c'est quoi en français? Prabhupada appelait ça concrete jungles. Les jungles. La jungle de ciment. concret. Non, jungle de ciment. Des jungles Le de béton, ciment. le béton, on va dire Le le béton. béton. Ah, Jungles concrets. Eh, je sais. OK. Oui. Donc, en autre mot, c'est si c'est le cas, et ça l'est malheureusement, que toutes les villes à travers le monde, parce que le but premier dans la civilisation moderne, c'est d'avoir des facilités matérielles. Yeah. Croyant que le plus qu'on a de facilités matérielles, nous pouvons jouir davantage, nous pouvons satisfaire nos besoins matériels, etc. Mais nous savons tous que ce n'est pas, hein, c'est quoi l'expression? L'argent ne peut pas acheter le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, oui. Donc, à maintes reprises, Srila Prabhupada nous a parlé de cette situation qui est complètement contre nature. Et donc, il voulait que l'on revienne, que l'on rétablisse le style de vie qui est recommandé par les Écritures védiques, qui est celle d'une vie, comme on discutait hier, en relation directement avec la vie de village, la vie simple, etc. Donc, voyons quelques citations de Prabhupada. La vie de ville est artificielle. Les gens devraient vivre dans les villages. C'est dans une conversation en 1977 à Vrindavan. Il y a, dans un autre endroit, Prabhupada donne l'exemple. Il y a toujours eu une genre de compétition entre ceux qui croient dans la vie de ville, ceux qui veulent établir ce genre de vie, et de l'autre côté, ceux qui, comme Gandhi par exemple, qui croyaient vraiment que c'est la vie de village qui est plus idéale. Et malgré que présentement, c'est l'urbanisation qui semble, bien, qui est plus populaire, mais étant donné que c'est artificiel et que c'est non durable, donc ça ne pourra pas durer très longtemps. Ouais. Un autre aspect dont Prabhupada expliquait, c'est que la vie dans les grandes villes apporte ou crée des, c'est quoi? Des nécessités artificielles. C'est parce qu'on a toutes sortes de... C'est comme... on a des rasoirs électroniques, tu sais, toutes sortes de choses qu'on a inventées. Gadget. 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 Toutes sortes de gadgets, ouais, qui nous coûtent cher et puis qu'on produit dans des c'est quoi, factory? Des usines. Usine. Des usines, oui. Et puis le travail dans les usines, c'est vraiment très démoniaque. Et ça cause toutes sortes de pollution, etc., oui. Donc, dans une conversation encore à Vrindavan, nous avons créé tellement de nécessités artificielles. Donc, beaucoup de choses, la majorité de choses qu'on n'a pas vraiment de besoin. Troisième chose, c'est que tout le monde parle de progrès
développement économique, progrès dans la façon que l'on vit, mais c'est toute une illusion. Dans une lecture sur l'île Maurice, oui, les gens croient qu'on devient avancé de cette façon, mais ce n'est que le progrès de l'illusion. Oui. Quatrième citation, Ugra Karma. Il y a deux termes en sanskrit qui sont intéressants. Un, c'est Varna Samkara. Varna Samkara veut dire C'est. Je ne sais pas comme du sanskrit, mais ça veut dire unwanted birth, quelque chose comme ça. Varna Sankara, c'est où les choses sont complètement mélangées. On ne peut. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'équilibre. C'est Chaotique. chaotique, oui. Et Ugra Karma, comme le dit ici Srila Prabhupada, des activités très nasty. Des activités qui sont faites pour détruire le monde. Oui, oui. Destructives. Des activités très destructives au niveau individuel, au niveau écologique, etc. L'autre aspect dont Prabhupada parlait, il parlait du pétrole. Le pétrole, et nous pouvons voir ça présentement, ça se déroule dans... oui. Donc, lorsque le pétrole, parce qu'on dépend complètement sur le pétrole, les voitures, les avions, etc. Donc, pas de demander qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'il n'y aura plus de pétrole ou lorsque le pétrole ne sera pas disponible. C'est comme la guerre présentement en Orient, c'est continue à causer énormément de problèmes à travers le monde. Tout le monde cuisine, la plupart des gens. Comment vous cuisinez ici? Avec quoi? L'électricité. L'électricité, OK. Mais beaucoup de gens cuisinent avec le gaz. Hein? Le prix a augmenté 2-3 fois, quoi, dans une période très courte. Ouais. Le pétrole, pour les autos aux États-Unis, je crois que c'est au-delà de 4 $. Ça, c'est 4 $ US. Hein? Ça veut dire combien au Canada? Peut-être proche de 6 $. Présentement, c'est proche de 2 $ je crois, par gallon. Et plus que 2 $ pour le diesel. Le diesel, tout le. Ah, le diesel est encore plus cher. Oui, 2,40 $. Ah, oui. À l'époque, le diesel était moins cher, beaucoup. Ouais. Hein? Ouais. Ça a complètement changé. Après le truck, c'est pas cher. Et l'autre point que Prabhupada explique, c'est que lorsqu'on vit de façon artificielle, ça nous, c'est quoi? Disconnecte. Déconnecte. Oui. Ça Nous déconnecte déconnecte. Ça nous coupe. de ce que Krishna s'attend, disons, de nous, Krishna's plan, oui. Et le plus qu'on vit de façon artificielle, ce qui est la norme pour la grande majorité des gens, bien, le plus qu'on souffre, parce qu'on agit contre nature. On agit contre nature spirituelle et contre nature matérielle également. Donc, on augmente simplement notre souffrance dans le monde. Et le niveau de souffrance, présentement,
est, est très élevé. Oui. Un autre aspect dont Prabhupada expliquait, c'est que la vie dans les villes détruit cet aspect d'autosuffisance et nous donne une illusion à savoir c'est quoi la vraie l'opulence. Ouais. Well, et à Los Angeles, Prabhupada expliquait que l'opulence, la vraie opulence, est celle en relation avec les vaches, avec la terre, non seulement des gros bâtiments. Et puis, ce genre de vie artificielle nous apporte de plus en plus que la société va encore une fois, S'effondrer. S'effondrer, oui. Donc, l'effondrement, c'est ça? Effondrement. Effondrement, oui, de la société. Peut-être c'est effoudrement aussi. C'est foudrement vrai. Les deux. Effondrement et effondrement, oui. La civilisation moderne, c'est une civilisation qui tue, qui détruit. Oui. Et nous voyons présentement à travers le monde, il y a tellement de... C'est comme en Inde, non seulement en Inde, dans différents pays, on a des grosses inondations vraiment sérieuses. Peut-être que vous avez... Ça se passe présentement, là. Et toutes sortes de bouleversements écologiques, etc., qui causent énormément de destruction. Donc, Prabhupada également parlait de crise de nourriture parce qu'on néglige la façon de faire l'agriculture, une agriculture naturelle. Donc, genre 70% des terres à travers le monde ne peuvent produire parce que les terres ont été, parce qu'on utilise des produits chimiques, etc., comme ça, oui. Donc, on a établi des usines et la majorité des gens, un grand nombre de gens travaillent dans les usines et ne s'occupent pas, oui, des terres. Dans le livre Speaking About Varnashrama, oui. Si les gens ne produisent pas de nourriture et travaillent plutôt dans les usines, donc certainement il va y avoir un manque de nourriture et de produits. Donc ce genre d'économie artificielle doit s'effondrer. Donc en d'autres mots, Prabhupada a expliqué soit dans des teneurs éportées, dans des conversations, etc., que lorsqu'on devient dépendant du pétrole et des machines, donc c'est à grand risque, oui. Risque de famine. Risque de famine. Oui. Lorsqu'on abandonne les villages, bien, ça va créer des hunger. La faim. La faim, oui. Les familles. Les famines. Ben, tous les ans, il y a des milliers, sinon millions de gens qui n'ont pas proprement, qui n'ont pas de nourriture. Les gens ont laissé leur village, donc ils ont créé une crise économique. Oui.
Et c'est déjà écrit dans le Srimad Bhagavatam que c'est un des signes dans l'âge de Kali où il n'y aura pas de pluie régulière, de produits, etc. Ouais. Et ça, c'est très, ce que Prabhupada écrit dans l'essai de Gita Nagari. Le développement économique sans la vache et la terre, ce n'est qu'un mythe. Mythe, c'est quoi? Mythe. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est comme, c'est une illusion. C'est pas qu'on parle, c'est pas qu'on ne parle pas d'économie. D'ailleurs, c'est la chose, dans tous les pays, c'est la chose que la majorité des gens, surtout dans le gouvernement, où les hommes d'affaires parlent d'économie, mais ils ne connaissent pas c'est quoi la vraie économie. Donc, ce n'est qu'un mythe. Oui. Et donc, en regardant, en voyant cette situation, Prabhupada soulignait l'urgence d'apporter solution. Et quelle est cette solution? On devrait vivre de façon plus simple. Et Prabhupada avait ceux qui vivent dans les villes, ils vivent comme des animaux. Prabhupada avait des paroles très fortes, très souvent. La vie de ville détruit le mental, détruit les familles et détruit la spiritualité. On voit ça, c'est très difficile, même pour les dévots. C'est difficile de chanter nos tours, c'est difficile d'avoir de la bonne nourriture, c'est difficile d'avoir une association, parce que la majorité de nos dévots travaillent avec des gens qui ne sont pas dévots, dans un milieu qui n'est pas du tout favorable, etc. Donc le développement, un autre, ça c'est dans une lettre que Prabhupada a écrit en 1949, que le développement économique sans vie simple, c'est comme le suicide. C'est où qu'on est rendu là? 5. Ben, on est rendu là. 5. Troisième conférence. Oui, 5. C'est comme 3-3. Ouais, 3-3. Donc la civilisation moderne, c'est une civilisation qui est, c'est quoi? Doomed. Condamné. Oui, condamné, on peut dire. Oui. Donc, mais on ne le comprend pas, hein? On l'entend assez souvent. Si on fait lecture des livres de Prabhupada assez régulièrement, on va l'entendre, mais on n'est pas vraiment convaincu. La majorité d'entre nous, la majorité de nos dévots ne sont pas vraiment convaincus que de la situation qui existe. Autrement, on s'efforcerait davantage, plus pour apporter des changements dans nos vies personnelles. Alors, oui. Donc, c'est ça le troisième séminaire, simplement que Prabhupada souligne la crise, si on peut dire, dans laquelle nous vivons. Et
et que si on ne fait pas de changement, bien, le tout va simplement continuer à s'écrouler. Et vraiment, ce sont que les dévots qui ont réponse, qui ont une solution à apporter aux problèmes qui existent dans le monde présentement. Il y a différentes activités, il y a différents groupes. Par exemple, il y a un groupe assez intéressant qu'on appelle GEN, Global Eco Network. Il existe, ça fait presque au-delà de 50 ans. Les autres sont surtout pour établir des villages qu'on appelle éco-villages. Ouais. Ils sont très bien organisés. Ils ont à tous les ans des conférences sur chaque continent. Ils sont surtout actifs en Europe. Oui. D'ailleurs, il y a quelques années, ils avaient entré en contact avec nos dévots à Krishna Valley, en Hongrie. Et puis, ils avaient fait leur conférence chez nos dévots. Ah ouais. Et puis, ils avaient établi une très bonne relation. D'ailleurs, ils avaient demandé à un des dévots, son nom c'est Radhakrishna, qui était membre du conseil pour notre village de Krishna Valley, de devenir membre de leur conseil. Et puis, il avait accepté également. Alors, il y a des organismes comme ça, mais la majorité, c'est comme, il y a le groupe, enfin, différents groupes il y a différents groupes qui parlent de, c'est quoi? En français, permaculture. Permaculture. Permaculture, hein? Ouais, le même terme. Mais il y a des éléments qui manquent, hein? Krishna en particulier, le végétarisme, etc. comme ça. C'est pour ça que nous, en tant que dévots, et nous qui ont accès à ces connaissances védiques, nous sommes vraiment dans la meilleure des positions pour apporter solutions et pour démontrer. Mais pour différentes raisons, on est quand même lent et on n'a pas réussi à grande échelle de toute façon. On a quelques exemples ici et là, mais ouais. Donc, le quatrième séminaire, avant d'entrer là, on peut prendre peut-être quelques commentaires ou des questions sur ce qu'on vient de présenter. Et puis, par après, nous allons regarder, bon, OK, si la civilisation telle qu'elle existe présentement, qui est très artificielle, qui est contre nature, qui va contre les principes de Dharma, donc qui est adharmique, donc quelle est l'alternative? Et c'est ce qu'on Prabhupada nous en a parlé, puis c'est ce qu'on va regarder dans quelques minutes. Là. Ouais. Ou tout de suite, c'est pas de question. Ouais. Ben, c'est sûr que Doomsday a toujours été parlé pendant des années, que ce soit les témoins de Jéhovah, puis les religions, ils parlent de Doomsday. Puis en cause de ça. Oui, Ben, peut-être tu peux parler dans ça pour que nos amis dans la cuisine peuvent. Le micro est ici, là, il ne va pas se rendre là-bas si facilement. Ouais. Oh! Oh! Voyons donc. Ouais. 1, 2, testing. Ouais. Donc, Doomsday, c'est quoi en français Doomsday? L'Apocalypse. Le jugement dernier. Le jugement dernier, les témoins de Jéhovah, plusieurs religions. Non, vous dire, ils ont donné différentes dates. Ah oui, oui, les dates changent toujours. Oui, les dates changent toujours, mais le point, c'est que la civilisation continue. Oui. Mais là, en ce moment, il y a des questions, c'est sûr, qui sont tout le temps de plus en plus sérieux à toutes les années. Oui. C'est comme, parce que c'est l'extrême
on est un peu incompétent dans comprendre la vue globale parce qu'on ne sait pas c'est qui les élites qui gagnent, qui lead ça. Puis les gens vivent dans la peur, ils ont de la misère à confronter un système de peur qui a été installé dans la société. Ouais. Donc, on a remarqué qu'il y a une faiblesse de communication. Les gens ne disent pas tout. Mais on voit aussi qu'il y a des gens qui sont extrêmement fervents de promouvoir une agriculture saine, puis ci, puis ça. Puis, comme vous avez dit, il va se lier avec un meilleur but. Ouais. Puis la conscience de Krishna offre cette chose-là, mais on dirait en même temps on dirait que le mouvement il se fait aussi infiltrer par d'autres énergies, par d'autres, comment je dirais ça, d'autres points de vue, Influence. d'autres influences, puis qui fait en sorte que le système avance pas vite. Oui, oui. Oui. On dirait que ça prend l'écroulement de la société pour que ça agisse. Le monde se réveille. Oui, mais réveil, ça veut juste dire survivre, on dirait. Puis réveil, ça veut aussi dire travailler dans la bonne direction. C'est ça que ça veut dire, le réveil. Puis aussi, ça veut dire mettre la réalisation spirituelle comme le but premier de notre existence. Bien, moi, j'ai une objection à ça. OK. Wow. Surtout, On entend votre objection. mon objection, surtout la dernière chose que tu mentionnes, Ouais. à savoir que c'est nous, les dévots de Krishna, qui ont, tu disais, la solution spirituelle à ces problèmes-là. Tu disais quelque chose comme ça? Je sais pas. C'est le point, hein? Je dormais. Dans l'âge de Kali, on oublie les gens. Non, je dis que les dévots ont une solution, mais leur application n'est pas reconnue même par les dévots. Puis, Mais la solution, c'est le point que j'essaie Oui, de faire, là, c'est que la solution, très souvent on entend des dévots dire que oui, ce n'est que les dévots de la conscience de Krishna qui peuvent apporter la solution au problème de ce monde. Moi, je dis pas ça. C'est pas ça? Le point que je voulais faire, et puis je dirais qu'on ne comprend pas suffisamment, non seulement la conscience de Krishna nous apporte les solutions spirituelles à tous les problèmes dans le monde présentement, mais la conscience de Krishna nous apporte également les solutions matérielles. Il faut penser à ça. Ça, c'est directement en relation avec ce qu'on a discuté, disons, hier, à savoir ces deux niveaux, disons, de dharma. Nous avons certainement les solutions spirituelles. Et puis, comme la philosophie nous l'enseigne, si on ne se connaît pas comme étant éternel et être spirituel, donc on ne pourra pas réussir dans notre vie. Mais la chose importante, c'est que non seulement nous, c'est-à-dire non seulement les écrits védiques nous donnent les solutions spirituelles, mais ils nous donnent également les solutions matérielles. Oui, Oui. Et puis, je dirais que la majorité de nos dévots comprennent moins cet aspect, disons, de solution matérielle. Ce qu'on appelle le dharma spirituel. Le dharma spirituel, c'est Varnashrama. Le dharma matériel, le dharma spirituel, c'est le service dévotionnel.
Le dharma matériel, c'est Varnashrama Dharma. Le dharma matériel, c'est une vie plus simple, une vie en campagne. Une vie basée sur l'autosuffisance, etc., etc. Le problème dans la société générale, ceux qui sont dirigeants présentement ont aucune idée, disons, de cette dimension spirituelle et également ont aucune idée de cette dimension matérielle. Donc, en d'autres mots, on échoue aux deux niveaux. Nous, en tant que dévots, on connaît plus et on peut mettre plus facilement en pratique, malgré que ce n'est pas 100% correct, mais on peut s'identifier, je dirais, plus facilement à l'aspect spirituel de ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Mais ça nous manque au niveau matériel. On ne comprend pas suffisamment. De toute façon, on ne le met pas du tout en pratique. Combien de nos dévots, combien de gens parlent, disons, de sortir du système actuel, moderne, qui est surtout dans les grandes villes, pour revenir à une vie plus simple, telle que Krishna et Balaram, telle que les habitants de Vrindavan nous ont démontré, disons, dans le village de Vrindavan. Ouais. Maharaj, moi, je crois à l'intelligence collective. L'intelligence collective. Oui, dans le sens que j'ai remarqué qu'on m'a dit qu'on a un problème. Ouais. On a un problème de tuyauterie, quelque part. Puis, on est plusieurs à regarder ça, mais tout le monde arrive, quand on est tous d'accord que c'est ça qu'il faut réparer, ben, il y a tout le temps quelqu'un qui a un peu plus de connaissances que l'autre, mais des fois, il lui manque quelque chose, puis c'est l'autre qui va lui donner. Donc, si les dévots ou les gens en général ont un peu d'humilité, quand ils s'aperçoivent qu'ils peuvent juste se sentir qu'ils font partie de la solution, même s'ils n'ont pas toutes les réponses, l'association fait en sorte que tout le monde fait le travail. Puis quand on fait notre devoir, bien, éventuellement, il y a plein de solutions qui se manifestent directement. Ça, j'ai remarqué ça. Ça fait des années que je travaille là, avec le public, puis dans mes jardins, puis tout ça. Puis des fois, on a des problèmes, puis la solution, elle vient peut-être pas nécessairement de moi qui était en charge, mais amener quelqu'un d'autre, puis d'autres personnes avaient. Donc, je crois à l'intelligence collective. L'intelligence collective, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas qualifiées spirituellement, qui ont des solutions très, très claires et concrètes, dues à leur réalisation, comment est-ce que l'énergie matérielle fonctionne. Ouais. On va donner un exemple, par exemple. J'ai beaucoup de marmottes dans un de mes jardins. J'avais beaucoup de marmottes. Ouais. Puis là, ils sont en train de manger nos laitues, ils sont en train de manger nos... Oui, détruire. Ils mangent tout. Ouais. Ça veut dire qu'on n'aura plus de nourriture nous-mêmes. Là, ça crée un peu de la détresse. Mais j'ai une personne qui renait une porcherie avant. Puis c'est un chasseur. Puis il met des trappes et tout ça. Mais lui, il est venu en prendre soin. Là, quand il est venu en prendre soin, il a fait un très beau travail. La seule chose, c'est quand il a vu la marmotte, il a dit « Hey, je vais faire un méchoui avec ça. » Donc, vous savez quoi, méchoui? Un quoi? Méchoui. Ça veut dire qu'il pogne, c'est comme un... Il l'embroche. Il l'embroche, puis il fait chauffer avec le feu, puis il la mange. OK. Barbecue. Il y a un barbecue. Il fait un barbecue à la marmotte. Mais moi, j'étais plutôt contre ça. Ouais. Mais je m'aperçois que si je suis trop contre ce qu'il dit, bien, il n'y aura pas de marmotte, puis moi, je vais en avoir encore. Ouais. Il ne mangera pas, puis moi, je vais les avoir encore. Toi, tu ne mangeras pas non plus. Donc, il a fallu que je le laisse faire. Il a eu son méchoui, il a eu son barbecue. Ouais. Donc, c'était bizarre, mais je me rends compte que tous les niveaux, même un mletcha, tu peux dire, a sa place. Sauf qu'on ne peut pas s'associer trop souvent avec lui parce qu'il parle tout le temps de comment il tue les porcs.
c'était une mauvaise association pour nous, mais c'est lui qui nous a sauvés dans notre jardin. Oui, oui. Donc, l'intelligence collective, elle a sa place. Mais c'est comme ça, on n'a pas à juger le monde, mais on a à savoir qu'on a peut-être une distance saine à faire avec eux, mais en même temps, on peut s'engager dans le service de Krishna quelque part là-dedans. Oui, oui. Donc, Prabhupada a dit qu'on n'aurait pas nécessairement tout le monde qui serait végétarien parmi nous. Ouais. Donc, j'ai fait des expérimentations. Je suis en train d'avoir un autre jardin collectif, que c'est moi qui rentre complètement, c'est pas la ville où je travaille. Puis, je me rends compte que c'est ça. On travaille dans une atmosphère de se connecter avec la Terre, Ouais. sauf qu'ils n'ont pas toute la conscience de Krishna. Ouais. Donc, là, moi, je me questionne, c'est quoi la limite qu'on a là-dedans? C'est où on se limite là? Est-ce qu'on se crée un mouvement spirituel puis qu'on est exclusif des autres, ou on est trop inclusif puis on départ de notre emblème d'avoir une bonne sadhana puis tout ça? Moi, je me questionne un peu là-dessus. OK. L'intelligence, je vais faire peut-être quelques petits commentaires sur l'intelligence collective. Je suis d'accord que nous pouvons engager certaines personnes qui ont une certaine expérience, peut-être qui nous manque, et qui peuvent, même s'ils ne sont pas pratiquants comme tels, qui peuvent apporter quelque chose de positif. Par contre, l'intelligence première, l'intelligence idéale pour nous en tant que dévots qu'on devrait suivre, c'est l'intelligence que l'on retrouve dans les shastras, l'intelligence à la fois spirituelle et matérielle. En d'autres mots, je dirais que c'est comme les gens qui ont des jardins ou qui sont engagés dans l'agriculture, utilisent présentement, comme nous le savons, toutes sortes de produits chimiques, etc. Mais parce qu'il y a tellement, disons, d'animaux ou d'insectes qui vont détruire notre nourriture, ce qui pousse. Mais il y a d'autres façons, il y a d'autres méthodes qui sont décrites dans les shastras qui vont atteindre le même but. Tu sais? Parce que nous, on est contre les produits chimiques, etc., qui détruisent, qui tuent les animaux, les insectes, etc. Alors, il y a différentes... En d'autres mots, c'est important, je dirais, pour nous, en tant que dévots, d'étudier plus à fond, ce qu'on ne fait pas vraiment, ce que les écrits védiques nous donnent, en plus des informations. Qui a accès à ces écritures-là? Tout le monde a accès. Parce que moi, j'ai été à Mayapur, puis j'ai suivi un cours en agriculture qui expliquait plusieurs choses. Mais au niveau des écritures, il n'y avait pas tant de citations. C'était juste du monde pratique qui savait comment faire des lasagnes, par exemple, qu'ils utilisaient différents produits, puis la bouche de vache, puis l'urine de vache, puis ça créait de la terre, tout ça, mais ils n'ont pas beaucoup de citations, des écritures. Il y a des écritures qui parlent de ces choses-là, comme il y a des écritures qui parlent d'élevage d'animaux, surtout protection de la vache, par exemple. Oui. Ouais. Je dirais que même les quelques cours que l'on donne, on a peu de dévots qui ont ces connaissances-là. Et puis,
Mais le point que j'essaie de faire, c'est que beaucoup de ces connaissances sont là. Peut-être certains d'entre ces connaissances ou certains de ces livres n'ont pas été encore traduits parce que ça a été écrit en sanskrit en général. Ouais. Donc, le point que j'essaie de faire, c'est que c'est plus idéal pour nous que d'étudier ce que les écrits védiques nous donnent à ces deux niveaux, au niveau spirituel ainsi qu'au niveau matériel, oui. Ça, c'était un aspect au sujet, disons, d'intelligence collective. Et puis, c'est quoi l'autre point? C'est vrai qu'on a très peu de dévots qui ont ce genre d'expérience ou en fait de connaissances, disons en relation avec l'agriculture naturelle. Mais moi, je dirais que c'est quelque chose, on peut faire beaucoup plus ou en fait beaucoup mieux de ce qu'on fait présentement. C'est-à-dire, ça nous prend quelques personnes qui prennent le temps nécessaire pour vraiment donner le temps parce que ce soit l'agriculture, que ce soit la protection de la vache, c'est toutes des sciences. Et il y a vraiment beaucoup d'informations, mais ça prend du temps pour qu'une personne étudie et vraiment comprenne ces ces sciences qui nous sont présentées. Ouais. C'est des fermiers, par exemple, qui font déjà. Moi, j'ai pris un cours, par exemple, sur comment les abeilles apiculteurs. Puis la personne qui m'a donné un cours, il a dit, je te le donne gratuitement. Ça vaut 450 $. Ouais. J'ai pris le cours, j'ai compris environ 2% du cours. Parce que j'avais pas d'abeilles. Oui. J'avais pas d'abeilles. Donc, tout ça alentour de moi, il y avait toutes des abeilles, puis il expliquait, puis la varroa, puis les différentes maladies, puis les différentes bébites, puis différentes manières de voir les choses. Comment créer des reines, etc. Comment retirer le miel, etc. Je peux lui donner le micro. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que vu que c'était pas pertinent pour moi parce que j'avais pas d'abeilles. Oui. Mais eux autres, il y avait des abeilles. Oui. Donc, si les gens n'ont pas de jardin, qui entendent parler de jardinage, si les gens n'ont pas de. Pas de, ouais. Donc là, le monde, il se plaigne le ventre plein, mais ils n'ont pas accès à apprendre parce qu'ils n'ont pas de terre, puis les terres, ils continuent à monter, puis le prix des terres. Ça devait tout un peu bizarre. Donc, moi, qu'est-ce que je me rends compte? Que si les gens y ont faim, là, ils vont apprendre. Parce qu'ils savent qu'on dépend de ça. Donc, maintenant, vu qu'on dépend tellement de la civilisation, il y a des gens qui quittent l'agriculture pour aller faire des programmes d'ordi. C'est pas que je suis contre les ordis, là, mais un peu. T'sais. Même que souvent, ça m'a empêché mon heure d'extra de faire un peu de travail. Donc, si on n'a pas des écritures, on parle qu'il faut étudier l'art de prendre soin des vaches et de l'agriculture basé sur les écritures qu'on n'a pas accès, mais on n'avancera pas vite. T'sais. Mais je comprends qu'on a mais on est plus fort dans les solutions spirituelles. On est plus à IMSA, autrement dit. On est plus contre les produits chimiques, mais on n'est pas équipé au niveau culture védique. Je trouve, même dans l'Inde, quand j'étais dans le sud de l'Inde, j'ai été voir un musée qui expliquait les anciennes manières de faire les choses, les chapeaux qu'ils portaient, puis tout, il y avait plein d'affaires qu'ils faisaient. Oui. Mais je me suis rendu compte que c'était devenu une minorité. C'est comme si ça l'expliquait.
c'est comme si tu vas voir un musée, c'est comme ça qu'il faisait durant le temps de Jacques-Cartier, tu sais. Donc, il montre les anciennes manières, mais c'était pas d'une manière à appliquer. C'était une manière à dire qu'est-ce qu'il y avait accès dans le temps. Donc, partout dans le monde, même ça réduit même en Inde. Là. Ouais. Nous avons donc, je dirais, en tant que dévots, une responsabilité de devenir, ou un besoin de devenir plus convaincus de ce que les Écritures nous donnent et ce que nos acharyas nous enseignent pour se lancer dans ce domaine, je dirais, matériel, en relation avec, par exemple, l'agriculture et les vaches. En d'autres mots, la présentation et tout ce thème, disons, de créer des villages tel Vrindavan, met beaucoup l'accent, oui, sur l'importance des vaches, l'importance de la terre. Si on ne voit pas ça correctement, si on ne comprend pas correctement, on va simplement considérer ou voir ça comme étant quelque chose de matériel. Et ça, c'est c'est quoi? C'est une faiblesse, je dirais, de la part de nous, en tant que dévots, qu'on donne trop d'emphase sur l'aspect spirituel et on néglige l'aspect matériel. C'est ce qu'on fait présentement. Ouais. Il y a certaines citations qu'on peut reconnaître dans les livres de Prabhupada qui indiquent ça aussi, des fois. Oui, mais je dirais qu'il y en a plus qui indiquent le contraire. Parce que Prabhupada a également dit que c'est impossible d'établir le Varnashram dans leur localité. Il y a des citations comme ça, ouais. Mais il n'y en a que quelques-unes. Si on compare aux autres citations de Prabhupada, où il explique en détail, et puis à maintes reprises aussi. Donc, la majorité de nos dévots n'ont pas suffisamment donné, je dirais, le temps nécessaire pour voir, pour comprendre qu'on doit balancer ces deux aspects de notre vie. Oui. Ouais. Moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Oh, oui. Ça fait 19 ans spécifiquement. Puis, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup des gens qui ont des aspects très concrets. Oui, des gens qui n'étaient pas nécessairement dévots de Krishna. C'est ça. Puis j'ai pas reçu ces informations-là des Écritures nécessairement, mais c'est ça qui m'a aidé à voir des choses. Mais comme par exemple, c'est Make Vrindavan Village, ben, j'aime ça l'idée de Vrindavan, mais en Inde, leur hiver n'est pas aussi difficile que les autres. Mais le spirit de Vrindavan doit être établi dans nos cœurs et dans notre environnement, que le monde il sente ça. Oui, et que on s'ajuste selon notre pays, notre situation. Le mouvement de Sankirtan doit vraiment continuer fort. Cependant, les circonstances de chaque pays ou chaque projet. Hein? On t'entend pas. Ah. Ça dérange. Je l'ai pas. Ouais, c'est ça. C'est bien pour vous autres. Oh, excuse-moi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Qu'est-ce que je disais, c'est que là, c'est marqué. Peux-tu lire le titre du livre? Non, on avait d'autres de ce livre-là. Celui? Oui, c'est quoi le titre? Créer des Créer villages. des villages comme Vrindavan. Bon, créer des villages comme Vrindavan, c'est vraiment important. Mais l'hiver, il n'y a pas les mêmes hivers à Vrindavan qu'on a nos hivers ici. Mais l'esprit de Vrindavan doit être manifesté partout, dans tous les différents pays. C'est vraiment le spirit que j'aime de vous, Maharaj, et aussi de qu'est-ce que je comprends. Mais moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dedans, puis je m'aperçois que
c'est pas juste qu'on a des croûtes à manger, c'est qu'on a de la misère à avoir de la terre Oui. aussi. Oui, Puis on a de la misère à avoir des informations, puis des structures, puis des semences, puis etc. oui, oui. Puis on fait tout un petit peu de travail là-dessus, mais ça prend, comme là, tu vois, un exemple au Québec, il y a une itinéraire ici, puis il y a du monde au Québec, puis il y a du monde à Grimby, puis il n'y a plus de mascouche. Tu sais, au niveau pratique, on ne sait pas qu'on grandit fort. Tu sais. Donc, moi, en tout cas, je peux dire qu'au niveau des écritures, en 20 ans, je l'ai demandé, j'ai pas eu grand-chose que j'ai reçu comme information. Si vous n'avez, on aimerait ça les avoir. Si vous n'avez pas, ben pourquoi qu'on citerait les Écritures si on les a pas? Ouais. Donc, mais au niveau spirituel, c'est sûr que Prabhupada il a dit Everything is in my book, donc tout est là. Mais au niveau pratique, on a besoin de travailler là-dessus. Oui, bien, Prabhupada expliquait que 50% de sa mission était à accomplir, d'introduire cet aspect de sa mission d'établir un ashrama, demeure 50%. Donc, Prabhupada, dans les quelques années qu'il avait, a surtout mis l'emphase sur les activités, les trois premières activités, dont les 4 mouvements, disons. Prabhupada a mis l'emphase sur la distribution de livres, d'ouvrir des temples, etc., comme ça. Et donc, il nous a laissé, si on peut dire, le 50% pour nous, disons, de développer, d'établir. Et donc, ce qui est plus facile, et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement continué sur les 3 premières phases. Et puis, parce que c'est plus facile, c'est déjà connu par nous, on l'a déjà fait, puis on se sent plus à l'aise, etc. Et c'est un gros défi que de prendre et puis de travailler sur ce 50%. Ce qui veut dire qu'on doit faire des recherches pour trouver des littératures, des livres, etc., qui parlent de surtout cet aspect d'autosuffisance, qui parle de cet aspect, disons, d'agriculture naturelle, de vaches, etc. Et il y a une foule de raisons que les dévots, plusieurs de ces raisons sont des bonnes raisons également pour ne pas le faire. Comme tu disais tantôt, les terres sont très chères, on manque de connaissances, on n'a pas d'expérience. Une foule de raisons qu'on peut donner comme ça. OK. Par- Comme il dit, simple living, high thinking. Vivre Pardon? simplement. Simple living, high thinking. Simple living, Vivre simplement et de haute pensée. de haute pensée. Haute pensée. Tu sais, j'étais avec Kala plusieurs années, puis il dit c'est quoi qui est plus simple? Tu prends tu fais de la moutarde, puis après ça, tu prends tes graines de moutarde, puis après ça, tu t'écrases, puis après ça, tu fais de l'huile. Ou, puis il est arrivé, puis il a ouvert la lumière, il a pris la switch de la lumière, il a fait tch. Puis quand il a ouvert la switch de la lumière, il y a eu une lumière. Il a dit, regarde, c'est quoi qui est plus simple? Faire ça ou clic. C'est ça qu'il a dit, tu sais. C'est qui disait ça? Kala. 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 Quel Kala? Votre frère rendu. Ah oui. Mais quand il a dit ça, ça nous a fait comprendre qu'on est dans l'illusion. C'est ça que Prabhupada nous fait comprendre. On est dans l'illusion que si on ouvre la lumière, on n'a pas à s'ouvrir une chandelle le soir, puis collecter la cire des abeilles ou collecter de l'huile de moutarde. Mais c'est compliqué, c'est ardu, c'est long, ça prend de la patience, ça prend de la vertu pour vivre simplement. Donc, on aura, autrement dit, on n'aura peut-être pas grand-chose, mais toutes les choses, on va les avoir, qui incluent même le soie, le coton, faire nos propres, pas juste les aliments, mais notre linge. Les dévots commencent à apprécier. Qu'est-ce que j'aime le mariage? Comme, je vais vous donner un exemple. Le mariage est arrivé à Montréal, puis c'est moi qui ai mis sa guirlande de fleurs. Il m'a demandé la question, la pire question, mon ego. Ça vient-tu de
ton jardin. Ça vient-tu des champs de Gora? J'ai dit non, mais hier, je suis arrivé avec une guirlande de fleurs. Oui, oui. Mais lui, il l'apprécie. Tu comprends? Parce qu'on sait que c'est pas fait par des matérialistes qui font juste ça par l'argent, qui n'ont plus d'odeur dedans. Puis, tu sais, on en fait moins, mais on en fait mieux. Donc, la qualité de nos choses sont meilleures. Puis, ultimement, ça va résister au Kali Yuga parce qu'on prend refuge dans ces simple living and thinking-là. Mais, comme je dis, on a besoin de vraiment avoir un changement interne. Mais on doit comprendre qu'on est vraiment au tout début, disons, d'établir ce nouveau genre de vivre, cette nouvelle façon de penser, etc. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça, encore une fois, je me trouve avoir répété ça encore et encore. C'est pour ça que Prabhupada, au-delà de 50 ans, 52 ans pour être spécifique, là, ouais, en 1974, Prabhupada voulait qu'on établisse dans chacun de nos centres un collège Varnashram. Ouais. C'est-à-dire qu'on étudie, qu'on introduise, qu'on entraîne, qu'on donne une formation systématique à nos dévots pour comprendre ces différents aspects. Ces différents aspects, c'est justement ce que ce 4e séminaire va nous présenter. C'est quoi les choses qu'on doit regarder, c'est quoi la connaissance qu'on doit acquérir, c'est quoi la formation qu'on doit recevoir pour devenir graduellement, petit à petit, qualifié pour faire ce genre de changement. Parce qu'en autant qu'on n'a pas les connaissances, qu'on n'a pas cette formation, qu'on n'a pas l'expérience, ben on va échouer. On ne pourra pas réussir. Ouais. Alors, ce qu'on essaie de faire en tant que société, en tant qu'individu, c'est un gros défi pour nous tous, mais ce ne sera possible que lorsqu'on va vraiment devenir convaincu que vraiment c'est la façon de faire, parce que c'est écrit dans les Shastras, premièrement. Deuxièmement, c'est demandé par nos acharyas, en particulier notre fondateur acharya, Srila Prabhupada. Et une des instructions fondamentales qu'il nous a données, comme je disais tantôt, établir, commencer des centres d'éducation, que vous l'appelez collège Varnashram ou non, c'est secondaire, parce que peut-être que le mot collège Varnashrama ait peur trop de dévots, mais le point essentiel, c'est qu'on doit... L'éducation. Oui, c'est l'éducation. La clé dans tout ça, c'est l'éducation. Et donc, ces connaissances-là, on les retrouve surtout dans les écrits védiques qui, la grande majorité, bien, Prabhupada nous a traduit l'essentiel de ces écrits, mais lorsqu'on parle, là, ça c'est un autre aspect, en fait c'est l'aspect, je dirais, principal, qui également est même de controverse. On parle de Dharma Shastra. So, Dharma Shastra, il y a deux aspects, il y a deux niveaux dans les Védas. On appelle ça Smriti Shastra et puis Shruti. Shruti, ce sont l'aspect des Védas qui parle surtout de la spiritualité. Et puis nous, en tant que dévots, on est plus attirés envers ça. Le souffle de Dieu. Hein? Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. De Dieu. Tout est le souffle de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ouais, au début, le son, souffle de Dieu. Non, non, bien, les écrits védiques, le Shruti. Shruti, ça veut dire, oui, la parole de Dieu. Et on ne peut que parler si on souffle. Alors, le souffle de Dieu, oui.
Au début de la création, au début de chaque création, Krishna révèle, introduit les connaissances védiques au Seigneur Brahma. C'est là que ça... Et puis là, ça vient en Guru Parampara. En plus de ce qu'on appelle les Shruti, il y a Smriti. Smriti, dans les Smriti, on retrouve ce qu'on appelle les Dharma Shastras. Les Dharma Shastras parlent de choses qui sont plus genre matérielles. Mais lorsqu'on n'a pas une bonne compréhension, disons, de Dharma et qu'on se concentre uniquement et exclusivement sur le côté spirituel, bien là, on n'apprendra pas à cuisiner. Hein? On n'apprendra pas à faire des maisons. On n'apprendra pas à faire notre propre nourriture si on pense que c'est quelque chose de matériel. C'est matériel, mais lorsqu'on le fait pour Krishna, ça devient spirituel. Et c'est ce qui nous manque présentement parce que beaucoup de dévots ne veulent rien entendre de Varnashrama parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de matériel, que ça va m'éloigner de la spiritualité. Et malheureusement, c'est le contraire. C'est que lorsque c'est bien compris, le système de Varnashrama, et puis on en a parlé un peu hier et avant-hier, Prabhupada explique que ce système, parce que ça a été donné, créé par Krishna, ce système est là pour nous aider à progresser, à avancer spirituellement. Autrement dit, c'est émancipation naturelle, de s'approcher de la nature, comme les croix de cadeaux. Donc, c'est une émancipation matérielle basée sur les lois de Dieu. Donc, une personne peut devenir God conscious, devenir conscient de Dieu. Oui. Dans sa propre... C'est sûr que ça, je peux accepter ça, parce que personnellement, quand que je regarde, par exemple, un plant de maïs, je suis en extase. Oui. Parce que je dis, aïe, regarde, la pollinisation, elle descend, puis chaque grain de maïs doit être pollinisé pour que ça fasse un maïs au complet. Ça, c'est quelque chose que nous autres, on ne peut pas faire aussi facilement. Hein? Moi, c'est ça. Les humains ne peuvent pas faire ça. Ça prend du vent, ça veut dire qu'une personne peut être consciente, OK, Agni existe, puis Vayu existe, puis le Surya existe. Non, mais c'est ça. Le Dieu existe. Ça veut dire que si les demi-dieux existent, donc leur source, ultimement, c'est spirituel parce qu'ils sont connectés avec le désir de Dieu, puis nous, on fait partie d'une parcelle de Dieu. Donc, c'est devenu excitant. Oui, chaque demi-dieu contrôle chaque partie de notre corps. Ouais. Il y a un demi-dieu particulier qui contrôle le mouvement. Oui, c'est ça. Et toute autre chose. Les autres qui sont fait maudire par les gopis. Par les gopis. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? On ne peut pas voir Krishna. Oui. Alors, en d'autres mots, comment trouver Krishna dans sa nature? Oui. Mais moi, par exemple, j'ai suivi des cours de permaculture. Oui. Puis, le gars, il disait de marcher dans votre jardin. Marcher sur votre terre. Oui. Puis qu'est-ce que je fais souvent? Le monde qui vient chez nous, j'ai fait marcher sur notre terre. Oui. Regardez. Oui. Ah, j'ai des belles fleurs, ici, puis ça, comme si. Il m'a montré son jardin. J'ai été voir. Oui. J'ai été marcher. Oui. Puis aussi, anyway, tout ça, c'est se rendre compte de comment est-ce que l'énergie, la création se manifeste. En d'autres mots, la conscience de Krishna, ce n'est pas seulement la conscience de Krishna, mais c'est également la conscience de la création de Krishna, l'énergie de Krishna. Ouais. On peut apprécier, on peut connaître davantage le Créateur à travers sa création. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Ouais. Donc, c'est l'appréciation de la création qui fait en sorte qu'une personne pense à la personne qui devrait aimer, qui est Dieu. Oui. Donc, c'est simple. Oui. C'est comme... Donc, la culture védique, lorsqu'elle... Simple et élevé. Ouais. Elle intègre ces deux aspects, disons, de la spiritualité au niveau, disons, de dévotion
également qui intègre l'énergie matérielle qui est créée par Krishna d'une façon inconcevable et puis qui est à la base de toutes choses qu'on a de besoin à tous les jours pour survivre. Ça. Alors, lorsqu'on met ces deux aspects ensemble, bien, on crée une harmonie entre ce qu'on appelle le dharma spirituel puis le dharma matériel. Ouais. Oui. Il y a une petite chose que j'aimerais mentionner, si vous le permettez, concernant l'urgence d'agir dont parle Prabhupada. Oui. Alors, l'urgence d'agir, plutôt que d'attendre que ça s'effondre, Oui. appelle à utiliser les moyens qui existent présentement. Et ce que vous allez voir avant votre départ du Québec, c'est justement une initiative qui peut permettre d'utiliser des leviers actuels des villes, qui évidemment ne sont pas du tout le modèle idéal, mais des leviers actuellement qui permettent d'accélérer, de catalyser la réalisation des projets de villages comme Vrindavan. Tu ne parles pas des ailes, hein? Là, je ne parle pas de les ailes, ça fait partie du besoin urgent de faire des villages comme Vrindavan. Je ne sais pas si vous savez, dans les derniers jours, il y a des milliers de programmeurs, là, les plus importants qui travaillent sur l'IA. Ils ont signé une pétition là, pour dire « Hey, là, on va perdre le contrôle. » Oui. Ah, oui. Alors, c'est ça la réalité. Ouais. Et les gens perdent des emplois et on regarde le COVID. Quand le COVID est arrivé, le réflexe des gens, ça a été d'aller vers les campagnes, ça a été d'aller vers de l'autosuffisance. Puis Oui. c'est pas fini, ça fait juste commencer. Là. COVID n'a pas resté assez longtemps. C'est ça, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent qui vont convaincre. Ah oui, beaucoup toujours. de monde, là. Oui. Alors, il faut se préparer, puis il existe de ces leviers-là. Donc, les gros mécanismes de financement qu'utilisent les gens riches de ce monde qui ne sont pas connus, qui ne sont pas accessibles, il y a moyen d'y accéder là, présentement. On va peut-être être capable, c'est ce qu'on va voir là, dans les prochains jours, là, mais il y a moyen d'utiliser ces leviers-là maintenant, pendant que ça s'est organisé, pour les canaliser vers ça. Oui. Et ça, il faut maximiser ces opportunités-là. Oui. C'est ta job. Avant que tout s'effondre. Hein? Oui, absolument. Exact. Je suis 108% d'accord. Oui. Donc, est-ce qu'on va à notre prochaine présentation ici? Ben moi, franchement, je pense que c'est une good idée, c'est une bonne idée. Parce que si on fait ça, moi, parce que je planifiais, ça, je sais pas, je veux dire ça. Moi, je planifiais m'en aller ce soir après le dernier programme, mais ça veut dire que je ferais mon puja à 11h le soir. Donc, je me suis dit peut-être OK, je comprends. on peut aller un petit peu plus loin, puis je pense que ce soir. OK. Au lieu d'avoir un séminaire ce matin comme on était supposé, on peut en avoir deux pour qu'on finisse plus tôt ce soir, c'est ça? Soit qu'on finisse plus tôt que ce soir ou que je manque celui de ce soir parce que on voyage, parce que Rida, il n'est pas en bonne shape. OK. Oui. Je me questionne moi-même là-dessus. Donc, tu penses ne pas être ici ce soir? Je considère il y a des bonheurs parce que OK, je comprends. c'est de faire un puja quand que... Oui. Parce que j'ai laissé j'ai réservé mes DT avec moi. Bien, on peut prendre une demi-heure, par exemple. Il est quelle heure? Faire Hein? un autre. 11h30. Oui, on peut prendre une demi-heure. Une petite dernière. Si on... Hein? Une petite dernière. Une petite demi-heure, puis après une petite Une demi-heure. petite demi-heure de pause. Une petite Puis... numéro 4. Non, une demi-heure pour immédiatement aller. OK. Le 4. Pas de pause. Védique éducation comme... Oui, bien, c'est ça, le 4e séminaire. On va essayer de passer ça dans les prochaines 30 minutes. Et puis, justement, les 3 divisions dans... le titre de ce séminaire, c'est la civilisation, alternative. Oui. Et les 3 divisions, premièrement, l'éducation physique. Deuxième aspect, la gouvernance physique.
ce qu'on appelle la science de la politique. Et troisièmement, l'économie védique. Ces 3 des 4 sciences représentent l'information, nous donnent l'information nécessaire pour rétablir, recréer de nouveau une culture védique. Donc, on commence avec l'éducation académique. L'éducation védique est divisée en 2 niveaux. Au niveau de l'éducation académique d'un côté et l'éducation vocationnelle. Donc, on commence avec l'éducation académique qui est que pour essentiellement les brahmanas, les kshatriyas. Et le but, c'est de formation de caractère, de discipline, de brahmacharya, Le célibat. Le célibat, oui. Et certains des sujets sont les Védas, les Upanishads, Vedanta, le sanskrit, Sankhya, Yoga, etc., comme ça. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le curriculum pour les études académiques. L'autre, ok, donc Papa disait que la civilisation védique, c'est la base, c'est d'entraîner, donner une formation aux jeunes garçons pour, dans le Gurukula. Oui. Et donc, l'autre niveau d'éducation qu'on comprend moins aujourd'hui, c'est l'éducation vocationnelle. Développer des, c'est quoi? Skills. Des aptitudes. Des aptitudes, Oui. des métiers, des compétences, oui. Et ça, c'est surtout sur le côté de Vaishya et Shudra. Donc, ça nous apporte à l'autosuffisance, c'est pour établir une économie stable. Et la façon, c'est de vivre avec quelqu'un qui est enseignant, qui est maître, et on apprend à faire les choses on the job training. En faisant, on apprend. Oui. Et quelles sont les activités en relation avec surtout l'agriculture, la protection des vaches, l'échange, c'est quoi en français? Cottage industry? La construction des habitations? Non. Cottage, c'est comme, par exemple, faire des... Tricoter. Faire du... ouais. Le linge, des pots, faire des pots de clay-pot. Ouais, La poterie. Toutes sortes de choses qu'on peut trouver dans les villages, qu'on a besoin également dans les villages. Ouais. L'éducation pratique versus théorique. Oui. Et donc, trahi, c'est l'éducation. Ouais, ça fait. OK, ce sont les 4 sciences qu'on avait mentionnées avant. Donc, ces 2 niveaux d'éducation sont nécessaires parce qu'on a ces 2 genres d'individus, disons, dans la société et qu'on a besoin de ces 2 niveaux de connaissances également. Et dans l'éducation également, il y a ce qu'on appelle le Stri Dharma, l'éducation pour les femmes, pour apporter une stabilité dans la société. Et quels sont les principes de base? C'est que la femme doit être protégée à tous les stages dans sa vie. Il y a 3 stages de jeunesse, c'est-à-dire d'enfance, de jeunesse et puis de vieillesse. Quelle est l'éducation recommandée selon les Védas pour les femmes? Qu'elles soient entraînées
surtout pour devenir épouse idéale et également mère idéale. Qu'elle reçoive une formation pour s'occuper des choses. Ici au Québec, il y avait à l'époque, peut-être qu'il y a encore des cours, comment ils appellent ça? Là? Cuisine raisonnée, Hum? les tâches ménagères. Ouais, des choses comme ça. Là. Hein, c'était- Il y a Parce que les tâches ménagères, ça veut aussi dire qu'ils contrôlent les finances. oui et non. Hein? Ben, c'est que les finances, d'habitude, c'est l'homme qui travaille pour apporter. Oui, mais quand il l'apporte, il le donne à sa femme. C'est elle qui gère. Faut qu'elle ait Oui, oui. Oui. L'autre aspect, c'est dans la culture physique, on parle de 64 sciences. En plus de ces 4 sciences, il y en a 64 qu'on appelle Arts and Sciences. Énormément de choses. Ça, c'est décrit dans la Brahma Samhita. Oui, oui. C'est 64 Mais heures. pour chacun de ces arts, il y a des livres sur ça. Pour chaque- l'éducation à faire. Ben oui. C'est quoi? Alors, on a certains de nos dévots ont commencé à traduire certains de ces livres. Ok. Ouais. C'est ça que tu m'as demandé tout à l'heure, où est-ce qu'on a accès? Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi Ouais. la réponse? Je ne l'ai pas encore. Oui. C'est pas disponible au complet et puis ça n'a pas été mis de telle façon que c'est facile à accéder. Alors, ça, c'est une des choses, oui, qu'on doit faire. Donc, ça, c'était la première chose, la science de l'éducation. La deuxième, donc la science de l'éducation, surtout pour les brahmanas, mais non seulement pour les brahmanas. La deuxième des sciences, qu'on appelle la science de la politique, ou, ça se dit ça, gouvernance? Oui. Ouais. Gouvernance, science de la gouvernance, oui. Qu'on appelle Danda Niti, pour entraîner des gens qui deviennent dirigeants, disons, dans la société. Quels sont les principes de base? Il y en a 3 pour un dirigeant dans la société. Raksha, protection, Palana, l'administration, et Yogakshema. C'est quoi le Bien-être. Bien-être. Ouais, le bien-être. Un kshatriya, c'est quelqu'un qui doit protéger les principes de dharma, qui doit protéger les vaches, le royaume, les citoyens et toutes les entités vivantes. Oui. Et un kshatriya va comprendre et va connaître également c'est quoi l'économie idéale à la base de vaches et de terre. Et elle va également comprendre que le but premier, c'est de devenir conscient de Krishna. Oui. Donc, Prabhupada donne quelques références ici. Le roi, dans la culture védique, est le représentant direct de Dieu. Il est comme Dharma personified, personnification de Dharma. Et une des responsabilités premières, justement, c'est de faire en sorte que les gens dans ce royaume respectent et suivent les principes de Dharma. Et puis il comprend, oui, cet aspect dont on a mentionné à plusieurs fois. La vraie économie, la prospérité, c'est en relation avec ces 3 aspects de agriculture naturelle, protection de vaches et échange. À petite échelle. Hein?
Oui. Et puis un kshatriya également va accepter qu'il doit être sous les directives, enfin la guidance de Brahmana. Oui. Et il reconnaît également l'importance d'établir des villages. Ça, c'est intéressant ici. On retrouve dans le Kautilya Arthashastra, il y a 7 aspects essentiels pour créer une communauté, pour créer une nation qui va être stable et puis où les gens vont pouvoir se développer au niveau spirituel ainsi que matériel. Donc, quels sont ces 7 aspects? On doit avoir un roi qui est qualifié. Et puis, si on regarde sur le côté d'organisation, on doit avoir quelqu'un qui est leader. Deuxième chose, le roi doit avoir des bons ministères, des bons comment on appelle ça? Ministers. Ministres. Oui, des ministres. Des gens qui vont pouvoir prendre différentes responsabilités. Donc, dans une organisation, à part d'un leader, il doit avoir un bon manager. Troisièmement, un royaume. Ça prend une place. Ça prend une place, oui. Donc, si on regarde le côté d'organisation, ça prend, c'est quoi? Un marché. Un marché. 4, le fort. C'est quoi? Genre de... C'est le fort. Le fort. Le château du roi. Château, oui. Alors ça, on compare ça. Le fils. Hein? Apparemment, ce qu'il y en a. Son palais. 5, la trésorerie. On doit avoir des sous. Yeah. Du cash. 6, une armée. Et 7, des alliés. Ça, ce sont des... On est en train de jouer aux échecs. Là, Hein? on est en train de jouer aux échecs. Là. Ce sont des principes des principes de base que si on les comprend, bien on peut les mettre en pratique le plus possible. Donc, quelques références de Prabhupada. Un bon gouvernement existe lorsqu'il y a bonne formation de ceux qui sont dirigeants. Première chose. Et deuxièmement, Prabhupada expliquer que sans Varnashrama, il n'y a pas de bonne solution. Troisièmement, chaque personne doit être connectée avec une terre. Ouais. Dans la culture védique, les gens n'ont pas... La terre, c'est pas leur terre, c'est-à-dire, c'est pas une terre qu'ils peuvent vendre, mais c'est une terre qu'ils peuvent utiliser pour toute leur vie. Indéfiniment. Oui, indéfiniment. Ouais. 4. Donc, l'importance de faire ce transfert de ville à village. Oui. La civilisation moderne a complètement changé toutes les choses, donc les gens devraient retourner dans les villages. Oui. Et le troisième aspect, c'est l'économie, qui naturellement est très important. Et puis, on en a parlé déjà à plusieurs fois, donc c'est les mêmes principes. On doit apprendre à dépendre de l'agriculture, ici, premièrement. Deuxièmement, de la protection des vaches et l'échange. Donc, si on compare l'économie védique avec l'économie moderne, quelles sont les caractéristiques de l'économie védique en relation avec
les vaches, la terre. L'opulence, c'est en relation avec la nourriture, le lait, etc. Je suis interrompu, mais Ouais. vous avez mentionné là, dans le numéro. On est dans le numéro 4.2. Mais là, vous rentrez dans le 4.3, mais dans le 4.2, Ouais. le 7 Essential Constituents for Good Governance. Vous avez remarqué l'organisation, le leader, manager, market, avez-vous parlé de ça? Oui. Oui. Il est mentionné au fur et à mesure. Non, c'est parce qu'on dirait qu'il manquait des points là-dessus. Ah. Autrement dit, vous les mentionnez, mais il y a beaucoup à parler de ça. Ah oui, oui, Ok, oui. ok, ok, ok. Ouais. On y va un Sur petit peu. 30 minutes. On y va, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On vous a averti que c'était pour être un peu comprimé. Ouais, c'est Puis ça. ça l'est, là. Ouais. Et donc, l'harmonie avec la nature dans le contexte d'économie physique et que ça supporte également, ça favorise la pratique de notre bhakti. Et si on regarde au côté l'économie moderne, c'est ça, c'est là. Hein? Continue à tourner les pages. Je pense qu'on va mettre les numéros de page la prochaine fois. Ça va aider. Merci. L'économie moderne, c'est basé sur usines, machines, l'argent de papier, spéculation, dépendance au niveau global, l'environnement qui est en train d'être détruit. Et puis, c'est une distraction pour très difficile de pratiquer la vie spirituelle. Et donc, quelques références propos d'expliquer que l'agriculture, c'est la profession la plus noble. Oui. Et que ce n'est que les vaches et la terre qui va vraiment sauver l'humanité. De vivre simplement, la vraie définition de vivre simplement, c'est de produire notre propre nourriture. Et puis que le lait est essentiel pour notre avancement spirituel et ainsi que pour bonne santé. Donc le lait est important pour bonne santé matérielle et bonne santé spirituelle. Et que les usines créent des besoins artificiels. Et donc, Practical Steps, ça c'est le 5e séminaire. Ça va être pour ce soir. Je regrette. Donc voilà, on est presque, enfin, on l'a fait moins qu'une demi-heure, là, mais il y a quelques minutes, si c'est là, s'il y a des questions. C'est sûr que l'idée de faire ta propre nourriture, c'est un peu comme un miracle. Tu vois le miracle de la nature. C'est la première chose, c'est que tu regardes que ça pousse dans ton jardin, puis tu n'as pas à aller l'acheter au magasin. C'est incroyable, ça. Aussi, qu'est-ce que tu achètes au magasin à cette heure? Je dirais pendant le micro, hein? Ouais. Yeah. OK. C'est sûr que pour vivre simplement puis produire notre propre nourriture, on voit des miracles tous les jours. J'étais voir les brocolis de Ethan Underwood le matin, j'étais impressionné. Il a juste mis une petite piece de belle dans terre, puis ça arrive. Puis aussi, maintenant, quand on achète de la nourriture au magasin, tu sais, puis aussi le monde qui mange en dehors aussi, que c'est pas cuisiné dans la maison, tu sais pas vraiment ce que tu prends, tu sais. Parce qu'avant, quand que tu mangeais au magasin, quand que tu allais chez vous, tu mangeais un repas, mais maintenant, tu vas au restaurant, puis ils donnent un repas. Au lieu de te dire bon appétit, ils disent bonne chance. Ouais. Non, parce que qu'est-ce qu'on mange, on ne sait pas. Ouais. C'est pas une Puis là, maintenant, j'ai entendu dire, Prabhupada d'écrire une lettre là-dessus que j'ai vue, certainement, je vais vous le citer, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai vu un séminaire d'un docteur de l'Inde qui a dit que tout